verte. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Merci, Madame la Présidente. Ça monte, ça. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les membres des commissions, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, me voici à nouveau devant vous après qu'en mai dernier, vous ayez adopté en nouvelle lecture le projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, que votre Assemblée a enrichi de très nombreux apports. J'avais tenu à l'issue de ce vote à saluer le remarquable travail accompli par la représentation nationale et la qualité du débat démocratique auquel, sur tous les bancs, l'examen de ce texte avait donné lieu. Le Sénat, lors de sa nouvelle lecture, a d'ailleurs confirmé nombre des améliorations que vous avez apportées. Un texte dont je m'en réjouis, les orientations majeures sont confortées par l'une et l'autre chambre. Ce travail de co-construction législative s'est concrètement traduit par 5034 amendements examinés en séance publique, dont 970 amendements adoptés au cours de 150 heures de débat, précédés de plusieurs centaines d'heures de travaux en commission. Nous aurons, durant la discussion, l'occasion de revenir de manière approfondie sur les derniers ajouts du Sénat que nous allons examiner aujourd'hui avec le souci, j'en suis convaincue, de doter notre pays d'une loi ambitieuse et mobilisatrice qui sera la plus avancée d'Europe et même au-delà, car la plus complète. Une loi qui vise à faire de la France la nation de l'excellence environnementale, un moteur de la construction de l'Europe de l'énergie, une puissance écologique donnant chez elle l'exemple de ce qu'elle préconise à l'échelle mondiale pour le sommet de Paris Climat. Les enjeux écologiques poussent à construire des convergences qui excèdent les frontières partisanes. Et vous savez combien j'ai eu à cœur, tout en respectant les différences de point de vue parfaitement légitimes, de toujours rechercher des solutions d'équilibre qui permettent d'avancer au service de l'intérêt général. Je sais que nous sommes ici toutes et tous convaincus de la nécessité de lutter efficacement contre le dérèglement climatique et de bâtir un nouveau modèle énergétique français qui nous permette de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, de développer les filières d'avenir, de créer des activités nouvelles et des emplois durables, à commencer par 100 000 emplois dont la croissance verte est porteuse. À court terme, dans le bâtiment, avec les chantiers de rénovation et dans tous les secteurs de l'efficacité énergétique, énergie renouvelable, mobilité propre, économie circulaire. Je ne vais pas aujourd'hui détailler une nouvelle fois devant vous, qui les connaissez fort bien, les grands enjeux de ce projet de loi, ces objectifs à la fois volontaristes et pragmatiques, qui fixent à court et à plus long terme en matière de réduction de notre consommation énergétique finale, de nos émissions de gaz à effet de serre. Je ne reviens pas non plus sur les dispositions de ces différents titres pour accélérer le grand chantier de la rénovation énergétique des logements et des bâtiments, pour développer toute la gamme des mobilités propres qui nous permettent de préparer l'après-pétrole, mais aussi d'améliorer la qualité de l'air et de mieux protéger la santé, pour lutter contre tous les gaspillages et prendre le tournant de l'économie circulaire, pour développer ces énergies vertes qui, de l'éolienne au solaire, en passant par la méthanisation, de l'hydroélectricité à la biomasse, de la géothermie aux énergies marines, constituent pour tous nos territoires autant de ressources à valoriser et pour les Outre-mer, la clé de leur autonomie énergétique. Modernisation du régime des concessions hydrauliques, renforcement de la sûreté nucléaire, simplification des procédures pour gagner en efficacité et en compétitivité, sans en rabattre sur les exigences environnementales, clarification des méthodes de construction des tarifs réglementés, nouveaux instruments de programmation et de pilotage avec en particulier les budgets carbone, la stratégie bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie, le renforcement du rôle des territoires et des citoyens et la lutte contre la précarité énergétique. Voilà autant de raisons et de façons d'agir plus efficacement ensemble. Toutes ces dimensions du texte qui vous est soumis, ainsi que la reconnaissance des spécificités et des atouts des Outre-mer, qui peuvent devenir des territoires d'avant-garde de la transition énergétique. Tout cela, donc, est aussi l'obligation de presser le pas. Nous en avons débattu, nous allons y revenir pour donner à la mutation énergétique de la France le socle le plus solide
l'horizon le plus clair, le cadre le plus stable et les moyens les plus opérationnels. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que le mouvement est lancé, comme en témoignent les actions qui accompagnent, préfigurent et vont faciliter la mise en œuvre de la loi que vous allez contribuer à finaliser. Ces actions administrent la preuve du possible et témoignent d'un potentiel de mobilisation formidablement encourageant autour de projets pour la vie de chacun et pour l'avenir du pays. Quelle meilleure preuve, en effet, que la transition énergétique est en marche lorsque l'on voit les territoires à énergie positive qui ont répondu très nombreux à l'appel à projets lancé par le ministère de l'Écologie. 528 collectivités locales m'ont exprimé leur volonté de s'engager, de réduire leur consommation énergétique de leurs bâtiments, les émissions de gaz à effet de serre de leurs transports, privilégier une gestion durable des déchets, développer les énergies renouvelables, préserver la biodiversité et reconquérir la place de la nature et des paysages, miser sur l'éducation à l'environnement et sur la participation citoyenne. Aujourd'hui, j'ai signé 100 nouvelles conventions. Ainsi, 209 territoires ont été engagés dans ces contrats, des territoires à énergie positive pour la croissance verte et le climat, représentant une population de 16 millions d'habitants. Ces premières conventions portent sur des actions concrètes auxquelles l'État apporte près de 50 millions d'euros grâce au Fonds de transition énergétique. Ces lauréats qui vont recevoir immédiatement une aide financière de 500 000 euros par territoire, susceptible d'être portée à 2 millions d'euros en fonction de la qualité des projets et de leur contribution effective aux objectifs inscrits dans le projet de loi. Le Sénat a adopté un amendement du gouvernement permettant à la Caisse des dépôts de préfinancer le Fonds de transition énergétique pour accélérer et mettre en œuvre sans attendre la loi de finances. Il est important que vous puissiez le reprendre au cours de cette lecture définitive. Après les territoires, les entreprises. Le projet de loi va permettre de faire émerger de nouveaux secteurs d'activité. Plusieurs dispositions obligent à de nouveaux comportements et à l'usage de nouveaux produits. Elles vont inciter les entreprises à conquérir de nouveaux marchés en leur donnant la sécurité nécessaire. Le marché des véhicules électriques, par exemple, avec le crédit d'impôt transition énergétique de 30% qui s'applique aussi aux dépenses engagées pour l'acquisition d'un système de recharge des véhicules électriques, avec le déploiement massif des bornes de recharge, avec les objectifs obligatoires inscrits dans la loi de renouvellement des flottes par des véhicules propres, avec la mise en place du bonus écologique porté à 10 000 euros pour le remplacement d'un vieux véhicule diesel par une voiture électrique. Autre exemple, le marché des sacs biodégradables et compostables, créé par l'interdiction de la distribution aux caisses à partir du 1er janvier 2016 des sacs plastiques non réutilisables. Autre exemple, le marché des services énergétiques pour mieux consommer et économiser l'énergie, avec la rénovation thermique des logements et des bâtiments, le stockage de l'énergie, l'efficacité énergétique active, les compteurs intelligents, les effacements de consommation, autant de produits et de services qui permettront aussi de faire baisser les factures tout en créant des emplois dans ces nouvelles filières. Le marché des réseaux électriques intelligents. Un appel à projets a été lancé pour accompagner le déploiement sur les territoires et pour en créer des vitrines technologiques. Il s'agit aussi de mobiliser les filières pour le développement des énergies renouvelables. Le titre 5, qui est consacré à la montée en puissance des énergies renouvelables, me permet de déployer devant vous les dernières initiatives prises et les premiers résultats engrangés. La part prise par les énergies renouvelables atteint désormais près de 20% de notre consommation électrique. Elle dépasse pour la première fois la production thermique d'origine fossile hors hydraulique. Certes, il reste bien du chemin à parcourir, mais l'éolien et le photovoltaïque repartent à la hausse. Les projets se multiplient et c'est pour la transition énergétique une excellente nouvelle. Les appels à projets lancés par le ministère de l'Écologie portent leurs fruits, que ce soit pour les hydroliennes fluviales, les installations photovoltaïques de grande, moyenne et petite puissance, les installations solaires destinées aux Outre-mer et à la Corse, qui allient les technologies innovantes de stockage et les solutions d'autoconsommation dans une perspective d'autonomie énergétique. Dans le cadre du soutien apporté aux démonstrateurs d'énergie marine, l'hydrolienne expérimentale Sabella D10, l'une des machines les plus puissantes du monde, a été inaugurée en avril dernier
et le suivi de ces impacts environnementaux fait l'objet d'un protocole rigoureux avec le parc naturel marin d'Iroise. Je viens de signer 4 zones propices pour l'éolien flottant au large de la Bretagne, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la région Languedoc-Roussillon. Un appel à projet sera lancé avant la fin du mois pour y installer les premières fermes pilotes. Financé par le programme des investissements d'avenir et par des tarifs de rachat de l'électricité produite, il permettra de lancer une nouvelle filière d'avenir prometteuse. J'ai aussi saisi la Commission de régulation de l'énergie pour lancer un nouvel appel d'offres sur la production d'électricité à partir de biomasse. Il permettra de développer des projets de petite taille à fort rendement énergétique, bien adaptés à la ressource locale en biomasse. Avec le ministre de l'Agriculture, j'ai relancé la filière du solaire thermique par un appel à projet dynamique bois. Il permettra de mieux optimiser la biomasse issue de l'exploitation forestière et de maximiser la séquestration du carbone par les arbres. Enfin, lors du débat du prochain projet de loi de finances, nous aurons des propositions à faire sur la fiscalité des méthaniseurs pour permettre la montée en puissance de ces projets. Il y a là un enjeu climatique et économique de première importance et notre pays doit valoriser tous ses savoir-faire, non seulement sur le marché national, mais bien évidemment sur le marché international, puisque tous les pays vont devoir s'engager dans la transition énergétique. Création d'emplois aussi dans le domaine de l'économie circulaire, puisque le texte qui vous est soumis, pour la première fois, inscrit dans notre droit positif l'économie circulaire, qui fait des déchets des uns les matières premières des autres et qui fixe en matière de recyclage des objectifs précis par catégorie de déchets et par secteur d'activité, permettant là aussi des investissements productifs et rentables de la part des entreprises positionnées sur ces secteurs. Ce titre 4 a fait, dès le mois de juillet 2014, l'objet de plusieurs plans d'action que j'ai rendus publics. D'abord, l'appel à projet pour des territoires zéro déchet, zéro gaspillage, qui a rencontré un vif succès puisque 293 collectivités réparties dans toutes les régions et rassemblant plus de 7,5 millions d'habitants se sont engagées à participer à cette démarche volontaire de lutte contre les gaspillages et les déchets. Les plus ambitieuses d'entre elles se sont fixées une réduction de plus de 10% de leurs déchets, ce qui correspond à plus de 240 000 tonnes évitées et 43 millions d'euros d'économies par an et de recyclage. Les 58 projets que j'ai désignés comme lauréats dans l'Hexagone et dans les Outre-mer sont les plus aboutis et bénéficient d'un accompagnement financier via l'ADEME qui leur apporte son expertise technique, son soutien financier et l'animation de leur démarche, ainsi que l'accès à des prêts bonifiés à l'investissement. Ces projets exemplaires témoignent de la créativité et de la réactivité des territoires dès lors que le cap est clairement fixé et que des moyens facilement accessibles sont mis en place. Voilà qui est d'excellent augure pour que la loi de la transition énergétique, lorsqu'elle sera promulguée, aide à généraliser dans tout le pays cette économie circulaire qui a vocation à remplacer l'économie linéaire, en même temps que l'éco-conception des produits devra remplacer leur obsolescence programmée, dont le texte qui vous est soumis donne enfin une définition précise que le débat parlementaire et que vos travaux ont permis de renforcer. Sur le gaspillage alimentaire, qui constitue aussi un des points forts de cette loi, vous savez qu'à la suite du rapport de Guillaume Garot, gaspillage alimentaire qui représente en moyenne une dépense de 400 € par an pour une famille de 4 personnes, Guillaume Garot, à la demande du Premier ministre, nous a rendu en avril dernier son rapport au ministre de l'Agriculture et à moi-même qui identifie précisément tous les freins à lever, qui formule des propositions concrètes dont certaines trouvent leur place dans ce projet. Le gouvernement a déposé un amendement au Sénat qui a été adopté pour créer une sanction publiable dans les journaux locaux interdisant la javélisation des invendus encore consommables. Comme j'en avais pris l'engagement devant vous, j'ai tenu à lancer sans tarder, et je tiens à vous en rendre compte, en concertation avec toutes les parties prenantes, les textes d'application relatifs aux dispositions inscrites dans le projet de loi. Ces textes sont nombreux. Je voudrais vous dire qu'au mois de juillet, 18 décrets ainsi que les ordonnances correspondant à 27 habilitations sont en cours d'élaboration ou de finalisation. Ça correspond à un travail considérable de l'administration de mon ministère, à laquelle je tiens
à rendre hommage pour son engagement au cours de ces mois qui viennent de s'écouler, car en effet, j'avais pris cet engagement et cet engagement sera tenu. Cela concernera notamment le développement des transports propres, les projets de décret relatifs au déploiement des véhicules à faible émission dans les flottes publiques, des loueurs et des taxis seront mis en consultation à l'été pour une saisine du Conseil d'État à l'automne. La publication de ces décrets interviendra donc avant la fin de l'année. La lutte contre les gaspillages et la promotion de l'économie circulaire. Les premiers textes ont été présentés au Conseil national des déchets en mai et juillet dernier pour limiter l'usage des sacs plastiques, pour mettre en œuvre la reprise des déchets du BTP par les distributeurs professionnels de matériaux, pour obliger les professionnels à trier les déchets qu'ils produisent, pour obliger les opérateurs de traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques à contractualiser avec un éco-organisme. Les projets de décret relatifs à ces sujets seront présentés pour une saisine du Conseil d'État dès la promulgation de la loi, car ils sont prêts. En ce qui concerne les énergies renouvelables, le projet de décret d'application relatif au complément de rémunération pour les énergies renouvelables sera présenté en juillet pour une publication avant la fin de l'année. Le texte relatif à la procédure d'appel d'offres pour l'injection du biométhane dans le réseau de gaz est finalisé pour une saisine du Conseil d'État. Le décret fixant les budgets carbone et validant la stratégie nationale bas carbone sera publié en novembre 2015, après avoir franchi toutes les étapes de consultation. Les décrets permettant de mettre en œuvre le chèque énergie fera l'objet d'une saisine du Conseil d'État dès promulgation de la loi, car il est prêt. Ce chèque énergie permettra d'aider les ménages disposant de revenus modestes à payer leurs factures. Il sera mis en place en 2016 avec une phase expérimentale avant la généralisation. Mesdames et Messieurs les députés, en évoquant devant vous quelques-unes des actions qui ont été mises en place pendant les débats parlementaires, c'est-à-dire la traduction dans les faits des grands axes du projet de loi sur lequel vous vous penchez à nouveau, j'ai voulu illustrer et souligner ceci. Le mouvement de la transition énergétique monte en puissance et chacun a compris qu'il était maintenant irréversible. Il est fort d'acteurs motivés, de citoyens conscients des enjeux, prêts à participer, d'élus imaginatifs et décidés à agir, d'associations expertes et activement impliquées, et surtout d'entreprises, grandes et petites, qui font de plus en plus nombreuses le choix de la croissance verte, comme l'ont montré le Business Summit organisé à Paris en mai dernier, le sommet des affaires, le sommet des territoires organisé à Lyon au début de ce mois. Ce mouvement est fort de mobilisation convergente qui préfigure l'élan que vous allez rendre possible dans la France entière. Nous voilà donc sur le point d'aboutir, après ces longs mois de travail, en mettant sur des rails solides une transition ambitieuse qui réconcilie l'économie et l'écologie, qui lie étroitement ensemble le local et le global, le progrès environnemental et le progrès social, la question énergétique et la question démocratique, le temps présent et les temps à venir. La France a soif d'une nouvelle frontière et d'un nouvel espoir. On dit que les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les ouvrir. Notre commune responsabilité, c'est d'en réunir aujourd'hui les moyens pour réussir cette belle révolution de la croissance verte. Permettez-moi, pour conclure, d'évoquer la conférence internationale des scientifiques du monde entier qui s'est tenue à l'initiative de deux grands climatologues français, Jean Jouzel, vice-président du GIEC, qui en préside le Haut Comité, Hervé Letreux, membre de l'Académie des sciences, qui en préside le comité d'organisation. Je rappelle que le GIEC a reçu le prix Nobel de la paix, et on comprend pourquoi aujourd'hui. C'est parce qu'il a réussi à gagner la bataille des idées en faisant en sorte que plus personne ne soit ou n'ose se prétendre climato-sceptique. Cette rencontre de haut niveau a réuni durant 4 jours plus de 2000 chercheurs de toutes les disciplines venus d'une centaine de pays, autour de la question du dérèglement climatique. Ce fut l'un des événements majeurs de la préparation du sommet de Paris, mais qui a aussi nourri nos réflexions sur la loi de transition énergétique. Et c'est pour l'action législative de la France un puissant encouragement, car leur message est un message d'action, et tous leurs travaux le prouvent. Le temps presse. C'est un message qui demande au gouvernement de prendre leurs responsabilités et aux élus des sociétés aussi qui débattent et qui décident, dont vous faites partie, en tout premier plan, et à tous les acteurs privés et publics. Ces scientifiques insistent pour que le tournant vers une économie décarbonée
ne soit pas vue comme une contrainte à subir, mais comme une chance à saisir, une chance d'innover, une chance de faire reculer la pauvreté et la précarité, une chance d'une nouvelle prospérité pour chaque pays. Hier, lors du sommet des consciences, les autorités spirituelles ont rejoint cet appel des scientifiques, car elles ont lancé un appel à l'action pour sauvegarder, comme le dit l'encyclique du pape, pour sauvegarder la maison commune. Et faut-il rappeler ce que disait Raymond Aubrac, ce grand résistant? Au fond, disait-il, l'humanité n'arrive à prendre en compte le long terme qu'après une peur intense. Mais en matière climatique, la peur commence à être là. Mais la peur ne suffira pas. La peur, elle est là dans les pays insulaires qui sont menacés de disparition, dans les pays qui connaissent une déforestation ravageuse, dans les pays qui connaissent une progression des déserts avec des migrations climatiques massives. Mais la peur ne suffira pas. Et si nous attendons d'ailleurs qu'elle se répande partout, les 2 degrés de réchauffement seront dépassés et nous ne pourrons plus faire face aux catastrophes. Alors nous devons trouver d'autres ressorts que la peur pour gagner la bataille de l'action. Car comme le disait Bergson, nous devons agir en hommes de pensée et penser en hommes d'action. Et ces ressorts, nous les avons, vous les avez. D'abord la créativité et l'inventivité humaine, et ensuite la soif de dignité. Et je pense profondément que l'humanité peut trouver en elle-même une source de dignité nouvelle et même une source de fierté. Fierté d'un patrimoine commun, fierté d'une œuvre collective à accomplir et de s'en donner les moyens. Et j'espère profondément que lors de la conférence sur le climat, en décembre, l'humanité s'offrira un moment de fierté et de dépassement. Dépassement comme nous l'avons d'ailleurs ressenti au cours de nos débats. Dépassement des clivages politiques sur bien des sujets pour essayer de doter la France de son nouveau modèle énergétique du futur avec de nouvelles valeurs fondamentales sur lesquelles ce modèle énergétique s'appuie. Cette loi et les actions qui l'accompagnent représentent la contribution de la France à notre destin planétaire, tout en servant l'emploi et le bien-être de nos concitoyens dès aujourd'hui. Alors pour tous ces travaux, pour cet état d'esprit, pour ce travail de qualité, soyez remerciés profondément, car je crois que nous avons donné de la politique une belle et forte image. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre.